Bienvenue sur Ici Éco. Avec le transfert du projet de loi sur le gap financier au Parlement, un nouveau chapitre de confrontation s'ouvre. Les regards se tournent désormais vers la manière dont les blocs parlementaires aborderont la vaste vague d'opposition, d'autant plus que l'échéance électorale approche et impose ses calculs populaires. Soit le Parlement procédera à des amendements substantiels, reflétant les revendications des déposants et établissant clairement les responsabilités des partis concernés, soit le parcours parlementaire se transformera en une simple prolongation mécanique de ce qui a été adopté par le gouvernement. En définitive, le projet de loi sur l'assainissement financier n'est plus un simple texte technique. Il est devenu un texte politique par excellence. Un test de la capacité du pouvoir gouvernement et parlement à passer de la logique de gestion de l'effondrement à celle de la reddition des comptes et de la justice, ou à continuer de cycler la crise aux dépens de ceux qui ont payé le prix le plus lourd. Ce qui est certain à ce stade, c'est que la loi dite gap financier ne constitue pas une véritable porte d'entrée pour traiter l'effondrement financier au Liban. Elle équivaut en pratique à une légalisation des pertes et à leur transformation en réalité concrète au détriment des déposants et de leurs droits. Pour approfondir le débat autour du projet de loi sur le gap financier adopté par le gouvernement, je reçois le professeur d'économie à l'Université libanaise, le professeur Jassem Aja. Professeur Aja, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. La question fondamentale devant l'opinion publique et devant l'histoire. Qui a élaboré le projet de loi sur le gap financier? Le gouverneur de la Banque centrale a-t-il donné son accord? Qui peut être considéré comme le parrain de cette loi? C'est assez difficile en fait de le dire, mais de toute façon, si on revoit Mhm. un tout petit peu la situation, on regarde que c'est une sorte de continuation de la proposition du gouvernement de Hassan Diab. Donc je considérais que celui qui a écrit le projet de loi, c'est principalement Lazare, c'est la banque Lazare. Mhm. Et ça a été ensuite adopté d'une façon ou d'une autre par le FMI. Et en fin du compte, le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati et ainsi de Nawaf Salam donc ont adopté le même plan. Mhm. La différence entre les différents plans qui ont été envoyés au Parlement, c'est principalement la retouche. Il y a des retouches. À chaque fois, il y a une sorte d'évolution. Une critique de là, on change un tout petit peu là quelque part, et ainsi de suite. Mais c'est une continuité. C'est la même chose. Mhm. C'est le principe, euh, en fait, un R4 sur les dépôts, annulation en fait, de tous les actifs des banques, et puis effacement de la dette de l'État. C'est ça les trois gros titres, je dirais, quelque part, de cette loi. C'est pour cette raison, cette loi, je dirais quelque part, le parrain, c'est le système politique actuel qui est le parrain, et non pas une seule personne, parce qu'une seule personne ne peut pas supporter le poids d'un tel projet. On le sait tous, en fait, ce n'est plus quelque chose, un secret, ou quelque chose qu'on est en train de divulguer devant tout le monde. Non, c'est une réalité. Ce projet de loi va détruire le système bancaire, il va détruire les dépôts, il va détruire même la confiance dans l'économie libanaise. Mhm. Et malgré cela, il y a une continuité, le système avance. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore pu analyser en profondeur la position de l'ambassade américaine hier avec son communiqué qui a été un tout petit peu, je ne sais pas en fait, c'est une sorte d'approbation Mhm. de l'action gouvernementale en ce sens. Mais est-ce que c'est sur la forme ou sur le contenu? Mhm. Si c'est sur la forme, on est bien d'accord puisque on était les premiers à le demander, mais si c'est sur le contenu, je pense que Mhm. c'est très mal placé à ce stade, vu que en réalité, ça ne donne aucune confiance en l'économie libanaise. Euh, le projet de loi a été approuvé en Conseil des ministres sans respecter la majorité des 2 tiers, ce qui lui retire sa légitimité dès sa naissance. Dans sa forme actuelle, la loi n'est pas un simple outil organisationnel,
mais un plan financier global qui redéfinit les relations entre l'État, la Banque centrale, les banques et les déposants, ce qui impose le respect du plus haut niveau de l'égalité constitutionnelle, d'où l'hypothèse selon laquelle le président de la Chambre pourrait renvoyer le projet au gouvernement en s'appuyant sur l'article 65 de la Constitution qui exige une majorité des 2 tiers pour les décisions fondamentales liées à l'ordre public, condition non remplie lors de la dernière décision gouvernementale. Ne fallait-il pas reporter ce projet afin de laisser place à des négociations constructives donnant la priorité à l'intérêt des déposants? Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, permettez-moi de répondre à cette histoire donc des 2 tiers. Bien sûr, la Constitution, l'article 65 de la Mhm. Constitution stipule clairement que de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche aux finances de l'État, donc obligatoirement, il y a je dirais quelque part, des obligations, des Mhm. liabilities de l'État envers un tiers. Obligatoirement, il faudrait que ça se passe par les 2 tiers. Donc, il faudrait la majorité aux 2 tiers. Alors, j'ai été surpris d'entendre un des députés qui dit tout simplement que ça n'a rien à voir. En fait, la loi sur la gap financière est complètement indépendante donc du budget, de la loi sur le budget. Je pense que c'est vraiment ça prouve quelque part une chose des deux. Soit en fait, ils ne savent pas la différence entre ce qui se passe au niveau du projet de loi sur la gap financière, ou ils ne savent pas en fait ce que contient, ce que doit contenir, je dirais quelque part, le budget. Je vais vous dire, il y a une chose qui est assez monstrueuse. L'État qui, d'une façon ou d'une autre, ses finances seront touchées obligatoirement par cette loi, même si elle a nié toute responsabilité quelque part financière à ce stade, elle sera obligée d'être touchée par cela, et je vais vous le dire comment un peu plus tard. Mhm. Et donc on ne peut pas nier qu'il y ait vraiment des obligations au niveau de l'État. Je vais vous dire, dans la dernière amélioration, et même s'il y a des tournures de mots quelque part, en cas de faillite des banques ou je dirais quelque part, de non-possibilité pour les banques de rembourser les déposants, Mhm. selon le plan qui a été proposé, les 100 000, et au-delà de ça, donc dans un cadre de fonds appuyés ou supportés par la Banque centrale. Donc, en cas de non-possibilité par les banques de rembourser les dépôts, c'est la Banque centrale qui prend le relais. Si la Banque centrale ne peut pas ou ne pourrait pas rembourser, dans ce cas, c'est l'État. Donc, obligatoirement, il y a un engagement financier. Et cet engagement financier, selon la Constitution et l'article exactement 65, c'est obligatoirement, ça Les 2 tiers. ça oblige les 2 tiers. Mais au-delà de ça, je vais vous dire une chose à ce stade. L'État a ses responsabilités engagées. Je vais vous le dire comment. Les 100 000, même les 100 000 n'existent pas. En fait, il n'y a Nous pas de allons discuter à financement. propos des Non, 100 non, 000. mais c'est juste pour le Oui. point juridique. Même les 100 000 n'existent pas. Enfin, on n'a pas la possibilité de rembourser les 100 000 parce que si on fait la somme actuellement, ça n'existe pas. Donc, on est en train de parier sur l'avenir. L'avenir n'est pas sûr parce que tout, en fait, a des contraintes politiques que je ne sais pas si le Liban aujourd'hui est prêt à satisfaire les choses qu'on demande de lui au niveau politique. Mais peu importe. Donc, le gouvernement est en train de parier dans ce projet de loi sur l'avenir. Est-ce que le fait de parier sur l'avenir, est-ce que ça garantit que vraiment on aura l'argent un peu plus tard? Donc, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? Et ça, c'est une certitude. J'espère que en fait, les téléspectateurs pourront en tous les cas suivre ce point puisque c'est très sensible. Il y aura une obligation de rembourser les 100 000. Bien sûr, ils vont réajuster d'une façon ou d'une autre les échéances parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais quoi qu'il arrive à ce niveau, la Banque centrale sera obligée de prendre des livres libanaises, de les imprimer, de les injecter sur le marché pour acheter des dollars pour payer les déposants. Et là, si, dans ce cas exactement, le Liban accepte de libérer, de laisser flotter sa monnaie, la livre libanaise, comme le réclame le FMI, dans ce cas, vous allez avoir en réalité
une augmentation du dollar envers la livre libanaise. Et là, dans ce cas, automatiquement, vous avez transféré ce problème dans les finances de l'État qui va se traduire obligatoirement par ce qu'on appelle un déficit. Et ce déficit, c'est en fait circulaire, c'est la Banque centrale qui va réimprimer de l'argent pour pouvoir rembourser. Comment vous êtes en train de parier sur un avenir sombre tant que vous avez des disputes avec Israël? Alors, vraiment si, et là, c'est la logique j'accuse pas, mais c'est la logique. Si vraiment vous êtes en train de parier sur l'avenir, c'est-à-dire que vous avez un plan pour l'avenir, un plan politique, je dirais, et ça, ce plan politique, vous n'êtes pas en train de le dire clairement aux Libanais. Et c'est pour cette raison qu'on ne vous fait pas confiance. Et ça pourrait être en fait des promesses qui ont été faites d'une façon ou d'une autre par la communauté internationale, qu'en cas où vous faites des relations spéciales avec Israël, dans ce cas, vous aurez quelque chose en face. De nombreux experts affirment que le projet de loi sur le gap financier souffre de défauts majeurs, tant sur le fond que sur la forme, et qu'il contient des dispositions susceptibles de compromettre gravement la stabilité et la pérennité du système bancaire, tandis que l'État se dérobe à ses responsabilités, ce qui revient inévitablement à faire supporter aux déposants le coût du gap financier à partir de leurs propres fonds. Comment le Premier ministre Nawaf Salam peut-il affirmer que cette loi permettra de restituer intégralement les fonds à 85% des déposants jusqu'à 100 000 $, alors que le coût de cette couverture peut atteindre les 22 milliards de dollars? En réalité, d'abord, j'ai... Et est-ce que ces montants ont été sécurisés pour les... Non, mais pour la période de 4 ans? justement, en fait, il n'y a aucune obligation pour l'État ou pour la Banque centrale de rembourser cette somme exactement dans les délais prescrits au niveau du projet de loi. Et donc, par conséquent, ça veut dire que le gouvernement peut, à n'importe quel moment dans l'avenir, réajuster en fait les échéances et les étaler au lieu de 4 à 6 ans, que ce soit sur 10 ans ou même 15 ans, pourquoi pas. La question, c'est qu'ils sont en train de laisser fondre les dépôts par le biais de l'inflation. Et l'inflation, elle va venir. Et celui qui dit non, qui dit le contraire, donc ça veut dire qu'il n'a pas nécessairement analysé correctement la situation. L'inflation, elle va venir. Ce qu'on voit maintenant actuellement comme une stabilité au niveau de l'inflation, elle ne vient pas du fait qu'on a fait des mesures correctives relatives à la situation économique ou financière. Non, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a enlevé les livres libanaises du marché et on l'a remplacé par le dollar américain. C'est pour cette raison, en fait, il n'y a pas de demande sur la livre libanaise que juste pour payer les impôts et pour payer tout ce qu'il y a comme douane, etc., etc. Donc, pour répondre à votre question, comment le Premier ministre, nécessairement, il n'est pas économiste, c'est un Premier ministre, sûrement il a des conseillers. Alors, la situation, je dirais quelque part, on ne va pas le faire porter à lui personnellement, donc cela, mais je peux vous dire que les 85%, c'est un chiffre erroné. Expliquez-moi pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement, vous le savez, tous les déposants à peu près, donc il y avait au-delà d'une certaine somme, avant la crise, ils avaient fait une opération qui a été généralisée, c'est de diviser leurs comptes bancaires en plusieurs comptes bancaires et sur plusieurs banques. L'idée à cette époque, c'était de se protéger. Et ça, c'est le minimum de ce qu'on appelle tout simplement le hedging, c'est-à-dire se protéger contre le risque. Et donc, ils ont fait quelque chose qui est légitime économiquement et financièrement et même légalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, le Premier ministre, il dit 85% des déposants vont avoir en fait leur argent, mais en réalité, ce chiffre n'est pas les 85% des déposants, c'est les 85% des comptes bancaires, du fait que si, par exemple, vous avez 5, on prend un exemple comme ça, 5 comptes dans 5 banques différentes, et dans chaque compte, il y a 50 000 dollars américains. Donc, après ce projet de loi, on considère que ces 5 comptes constituent un seul compte. Donc, c'est un gros groupement. Et donc, vous êtes devenu, en fait, un déposant de la classe élevée, malgré le fait que vous avez 50 000 dans chaque compte.
Donc, vous n'allez profiter que de 100 000. Mhm. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire que 85% des déposants ont récupéré leur argent. Non, ce n'est pas vrai. C'est 85% des Mhm. comptes. Mhm. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je parle en termes de nombre de comptes et non pas en termes d'argent. Parce que vous n'allez pas récupérer de ces 5 comptes équivalent à 250 000 livres libanaises, 200 vous 000 n'allez dollars. que, dollars, excusez-moi, que 100 000. Donc, le remboursement, c'est vraiment beaucoup moins que 50% même. Et Mhm. donc, l'idée, c'est d'inventer ce chiffre. Je pense que c'est un jeu statistique. Mhm. Et je crois que peut-être les conseillers du Premier ministre Mhm. n'ont pas en fait attiré son attention sur ce point qui est quand même un point majeur. Mais, Donc, mais, mais les montants pour couvrir ces 100 000 dollars, est-ce que ces montants ont été sécurisés sur la non, période non, de non, 4 ans? mais sûrement pas. Je vais vous le dire. Supposez que ces montants existent. Ces montants n'existent pas. Mais on va supposer juste pour jouer le jeu, pour vous dire que même dans la logique, ce n'est pas vrai. Supposons comme ça que la Banque centrale dispose de 22 milliards de dollars pour rembourser les 100 000 livres libanaises. Et donc cet argent est bloqué quelque part. Est-ce que vous savez que la Banque centrale ne vous donnera jamais cet argent? La raison est très simple. Aucun pays au monde, on ne peut y trouver une banque centrale qui liquide tous ses actifs étrangers juste pour rembourser les dépôts. La Banque centrale est obligée, pour le fonctionnement de l'État, de garder au moins quelques milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards dans Réserve. dans ses réserves, juste pour assurer la continuité de l'État. Mhm. Et donc c'est du mensonge complet de dire que on a Mhm. cette somme, et même si on a cette somme, on est incapable de rembourser. Donc, il faudrait une entrée d'argent. Mhm. Et c'est Mhm. pour cela, je vous ai dit tout à l'heure, que soit le gouvernement a une promesse à ce niveau et elle ne dit pas tout au peuple libanais, soit en réalité, ils sont en train de parier sur l'avenir. Mhm. Mais ça, c'est très dangereux parce qu'on est en train de parier sur l'avenir d'une population, d'un peuple, sur son système financier, sur son système économique et sur la confiance qui est à la base de tout. Mhm. Professeur Aja, ce projet de loi ne nécessite-t-il pas une évaluation complète des liquidités disponibles, voire aussi des stress tests pour les banques, pour la Banque centrale, pour vérifier si, ou bien pour vérifier la capacité de la BDL et du secteur bancaire à honorer les engagements prévus pour le projet? Je pense que ces tests ont été faits. Hein? Parce qu'il y a des équipes assez compétentes à la Banque centrale. Je les connais personnellement et je sais qu'ils sont capables, ils sont trop forts, ils peuvent faire le nécessaire à ce stade. Mais je pense que les résultats donc n'ont pas nécessairement été publiés Mhm. ou ne vont jamais être publiés, ou même leurs résultats ne vont être publiés parce que ces résultats sont négatifs à tous les niveaux, que À ce tous soit les niveaux. pour que ce soit la Banque centrale, pour que ce soit pour les banques, ou Mhm. pour que ce soit pour l'État, et même pour les gens qui n'ont pas d'argent Mhm. dans les banques. Les non-déposants, ils vont avoir en fait un coût par le biais des impôts qui vont être imposés Mhm. plus tard. L'idée de base est la suivante, c'est que c'est une décision politique. Mhm. Le fait d'approuver, malgré le test négatif donc de ce qui se passe au niveau donc en cas où on applique ce projet de loi. Bien sûr, j'ai essayé de faire une simulation à ce niveau. Je ne dispose pas je n'ai pas la capacité de disposer des chiffres que la Banque centrale est, mais je peux vous assurer que même avec des approximations, pratiquement tout le monde Mhm. est touché par quelque chose. Mais Mhm. la décision politique, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la Banque centrale, je dirais au niveau supérieur de la Banque centrale et pas Mhm. au niveau technique, parce que le niveau technique ne prend pas en compte les considérations, c'est que peu importe c'est quoi l'avenir va nous cacher, on a toujours cet espoir. Ils ont essayé de traduire cet espoir dans quelque chose de joli pour le rendre plus joli, pour le rendre plus acceptable. Et c'est pour cette raison que vous voyez très bien que dans les gens qui défendent ce projet,
Et ça, ce n'est pas interdit. Ils ont le droit de défendre le projet comme ils veulent. Comme il y a, les autres ont le droit de refuser ce projet. Mais l'argumentation principale de ceux qui défendent ce projet est basée sur, si vous voulez, rendre plus jolie l'image par rapport à ce qu'on vit actuellement. Je ne sais pas vraiment Jusqu'à quel point si la simulation avec les vrais chiffres, si vraiment, en fait, ça donnerait une image plus jolie que maintenant. C'est pour ça la liquidité nette disponible dans l'ensemble du secteur bancaire ne dépasse pas les 6,5 milliards de dollars, même en cas de vente de tous les actifs et filiales à l'étranger, face à des engagements dépassant les 22 milliards de dollars. Quant à la Banque du Liban, elle dispose d'environ 12 milliards de dollars de réserves liquides, dont 11,3 milliards constituent des réserves obligatoires qui sont à l'origine des dépôts des banques et dont l'argent des déposants. Plus grave encore, le projet de loi ignore totalement l'article 13 de la loi sur la monnaie, ou bien le code de la monnaie et du crédit, qui stipule que les placements des banques auprès de la Banque du Liban constituent des opérations commerciales indépendantes et des engagements de la Banque centrale envers les banques commerciales, et qu'ils ne peuvent être intégrés dans l'équation de la restructuration de la dette publique. La réduction de la valeur des déplacements des banques commerciales auprès de la Banque du Liban ou leur radiation partielle ne constitue-t-elle pas une confiscation indirecte de l'épargne? Vous pouvez l'appeler ainsi, mais je dirais que l'expression qui est, à mon avis, la meilleure pour décrire la situation, c'est tout simplement ils sont en train de privatiser la dette de l'État. C'est privatisation, c'est tout simplement ils sont en train de faire supporter la dette de l'État aux déposants. Aux déposants. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question donc du refus. Parce que si vous voulez, la confiance est une base. Sur les marchés financiers, la confiance est une base. Déjà, le fait de ne pas payer, de ne pas honorer ses engagements en ce qui concerne les eurobonds en 2020, c'était déjà un coût monstrueux pour la confiance. Et on vous dit pourquoi en fait les banques ou le système bancaire lui-même a échoué et s'est effondré. C'est très simple, parce que vous avez perdu la confiance. Personne ne fait plus confiance au système bancaire. Comment vous allez faire confiance? Alors il vous dit que oui, mais l'idée de base, c'est que les obligations, c'est pas, en fait, c'est une partie des actifs qui existaient. Oui, mais je peux vous assurer que la liquidité des banques à cette époque, elle était basée principalement sur les eurobonds. Pourquoi? Parce que regardez un tout petit peu combien, en fait, les banques avaient prêté à l'État, que ce soit directement ou indirectement, indirectement par le biais de la Banque centrale. Regardez combien il y avait en fait des crédits pour le secteur privé. Et donc, si vous sommez tout cela, donc la liquidité réelle n'existait en fait que par le biais de ces eurobonds. C'est pour cette raison, si vous voulez, en fait, le contexte lui-même à cette époque peut permettre de requalifier cette opération de crime. Mais en soi-même, ce n'est pas un crime. Le défaut, s'il est organisé, s'il est vraiment, si on a estimé tous les dégâts. Mais ça n'a pas été fait en 2020. Et là, pour répondre à votre question, les banques, si l'argent qui se trouve dans les banques commerciales, c'est de l'argent propre, je veux bien avec le calcul que vous êtes en train de faire. Mais si l'argent dans les banques, ça appartient aux déposants qu'on appelle les comptes frais, c'est avec les $2 frais, ça, ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas l'argent des banques. Et c'est pas l'argent, ça appartient aux déposants qui ont déposé de l'argent frais. Et je vais vous le dire, il y a une circulaire de la Banque centrale qui impose aux banques de garder une liquidité de 100%. Donc vous voulez me dire que les 6,5 milliards de dollars aussi n'existent pas? Je n'ai pas dit qu'ils n'existent pas. Ils existent, mais ils sont... c'est un audit 6 milliards... permettrait de savoir à ce sujet. Mais si ça, c'est l'argent propre... Ce n'est pas l'argent des banques, c'est l'argent des déposants. Mais justement, si c'est l'argent des déposants, on ne peut même pas les utiliser. On n'a pas le droit puisque c'est contraire. Parce que vous êtes en train d'utiliser l'argent des nouveaux déposants pour rembourser les anciens déposants. Et ça, c'est vraiment c'est une catastrophe si on est en train de le faire. Et donc, les banques, si c'est leur argent propre, je veux bien que le calcul serait bon, mais si ce n'est pas leur argent, et ça, il n'y a que l'audit qui le permettrait.
La loi est explicite. La hiérarchie des répartitions des pertes commence par les banques avec l'effacement de leurs fonds propres et de leurs capitaux. En conséquence, aucune banque ne pourra survivre au Liban. Il faudra alors dire adieu aux banques et aux déposants. Pire encore, après avoir effacé leurs capitaux, la loi exige des banques qu'elles se recapitalisent. Mais comment? Avec quels moyens? Qui apportera des nouveaux capitaux pour répondre aux exigences d'une loi qui a déjà anéanti les capitaux existants? Euh, Si vous voulez, il faut regarder le contexte. Hmm. Euh, Dans un cas, parce que vous savez, cette technique, elle a été utilisée avant dans le monde. On appelle ça l'accordéon. Vous savez, c'est qu'en fait, on réduit pour pouvoir recommencer. Mais ça, pour que cette opération réussisse, il faudrait qu'il y ait de la confiance. Hmm. Parce que personne ne mettra un seul sou dans cette opération, que ce soit les banquiers eux-mêmes ou n'importe quel investisseur nouveau à ce Hmm. stade. Personne ne permettra un seul sou dans ce système s'il n'y a pas de confiance. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de Il n'y a pas confiance. de confiance. Donc, vous savez, le principe de l'accordéon, c'est un principe qui n'est pas nouveau, Hmm. on le sait. Le problème, c'est que l'exécution de ce principe au Liban, ça va donner de mauvais Hmm. résultats vu que la confiance n'existe pas. Mhm. Permettez-moi de revenir aux promesses du Premier ministre Nawaf Salam. Le Premier ministre a promis que le projet permettra donc de rembourser 85% des dépôts sur 4 ans. Or, le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a reconnu que le calendrier proposé pour le remboursement en liquidité est ambitieux et peut être ajusté si nécessaire, ce qui signifie que la période de 4 ans pour rembourser les 100 000 $ pourrait s'éteindre ou bien s'étendre à 5, 6, 10 ans au plus. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Comme on l'avait dit tout au Mm, long mm, mm, de cette émission, je pense quelque part que l'argent n'existe pas. Et même s'il existe, la Banque centrale ne mhm, le donnera pas. mhm, Ne le donnera pas. mhm, J'espère que le gouverneur, Son Excellence, le gouverneur de la Banque centrale, j'espère qu'il s'exprimera sur ce mhm, point. Mais je doute qu'il va confirmer ou infirmer. Moi, je confirme de ma part que même si l'argent existe à la Banque centrale, mhm, il ne peut pas donner le gouverneur ou le conseil d'administration, le conseil central, ne pourra pas accorder tout l'argent à tous les déposants, même si c'est cet argent et leur argent, c'est-à-dire c'est l'argent des déposants, parce que, comme je vous ai dit, il y a un principe qui interdit à la Banque centrale de le faire, c'est qu'il mhm, faudrait garder une certaine somme pour financer l'État. mhm, Ça, c'est aussi clair. Et donc, oui, je suis d'accord, ce qui va se passer en cas où ce projet est approuvé au niveau du Parlement libanais, je pense quelque part que oui, ils vont réajuster les échéances et peut-être en fait les 100 000 livres libanaises par déposant, ça 100 000 pourrait en dollars. fait 100 000 Vous dollars. assistez sur la livre libanaise. Bah oui, j'ai une faiblesse pour la livre libanaise, je pense que c'est une bonne. Mais de Mm, toute façon, ça pourrait prendre jusqu'à même 10 ans, mm, 15 ans, et personne ne pourra obliger, puisque le gouvernement a déjà, si vous voulez, usé de son pouvoir mm, de faire des règlements pour son propre intérêt. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais. C'est pas pour l'intérêt public, hein. Faites attention, c'est pas pour l'intérêt public, parce que l'intérêt public impose que les déposants, c'est la population libanaise. Et donc le gouvernement, c'est ici, et donc existe pour gérer ses intérêts. Alors je ne comprends pas comment peut-on user d'une loi pour ses propres intérêts et on néglige mhm. l'intérêt de la population. Donc c'est pour cela, je crois que l'argent n'existe pas. Ils vont réajuster ça pour une durée encore plus longue. Le projet prévoit que les déposants dont les avoirs dépassent les 100 000 $ recevront des obligations. Le Premier ministre affirme qu'il ne s'agit pas de simples promesses sur papier, mais qu'elles sont garanties par 50 milliards de dollars d'actifs de la Banque du Liban. Le projet prévoit également l'émission par la BDL de certificats financiers à long terme d'une durée de 10 ans à 20 ans adossés aux actifs de la Banque du Liban, représentant les dépôts moyens importants et très importants, renforcés par les revenus de ces actifs et le cas échéant par
le produit de leur liquidation. Cependant, le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré « Nous ne vendrons pas l'or afin d'éviter toute exploitation. Nous avons protégé l'or dans le projet de loi. » Donc, d'où viendront donc les garanties évoquées par le gouvernement? Alors, les garanties, il n'y a pas de vraie garantie, hein. Donc, de toute façon, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui concernent le fonds que la Banque centrale va émettre. Alors, tout d'abord, la valeur du marché de ce fonds ne dépassera jamais les 20% de sa valeur nominale. Donc, en d'autres termes, chaque 100 dollars nominal, donc c'est un dépôt, aura une valeur réelle sur le marché de 20 dollars, pas plus. Ah, Et donc, je vais vous le dire, il y a un principe donc, dans le cadre des finances, c'est très simple. Aucun organisme qui appartient à un État ne peut avoir une solvency, donc quelque part, solvabilité, oui. solvabilité plus grande que l'État. Donc si les eurobonds de l'État ne dépassent pas les 23%, alors je ne comprends pas comment en fait l'action au niveau de ce fonds pourrait avoir plus que ça. Si ce n'est pas le cas, il y aurait de l'arbitrage. Et l'arbitrage ramènerait automatiquement la valeur en dessous de cela. Et donc, n'importe qui travaille sur le marché, il sait ça. Mais quelle étude et estimation le gouvernement et la Banque du Liban ont-ils réalisé pour pouvoir évaluer les revenus des entreprises? Je vous ai dit, c'est du gambling plus qu'autre chose. Voilà, c'est un jeu. On est en train de parier sur l'avenir. Et comme je vous ai dit, il n'y a aucun argument économique ou financier qui permettrait de façon ou de dire que oui, ils ont raison. En revanche, s'ils cachent quelque chose de politique derrière, oui, ça pourrait être le cas. Plus grave encore, l'article 12 impose aux banques que le projet prévoit de liquider, après avoir anéanti leurs capitaux, de supporter également 20% de la responsabilité du remboursement des certificats adossés à des actifs et de le faire supporter aux banques. De toute façon, s'il reste des banques après l'application du projet de loi, peut-être on parlerait. On en parlerait de cela, mais je ne crois pas en fait qu'avec la situation actuelle, je ne sais pas comment ça va se passer, mais de toute façon, le forecasting ou les espérances en réalité d'une survie du secteur bancaire comme il est actuellement, je pense que c'est très faible. En tous les cas, la probabilité est très faible et je crois que la banque qui va rester, peut-être oui, mais et surtout qu'en réalité, là, on sait qu'il y a une certaine tendance ou peut-être trend donc de poursuivre des banques par les autorités des banques en justice, ça aussi, ça affaiblit encore plus la capacité financière de ces banques à le faire. Mais juste pour finir, professeur Aja, comment accepter un projet de loi qui n'oblige pas explicitement l'État à rembourser ses dettes envers la Banque du Liban, estimée à environ 16 milliards 500 millions de dollars, sans prendre en considération les intérêts? C'est un certificat en fait ou plutôt c'est une déclaration claire approuvée par le Parlement libanais qui dit tout simplement du Parlement libanais, si le Parlement approuve ce projet de loi, serait un certificat du Parlement libanais qui dit ne faites jamais confiance à l'État libanais. Professeur Aja, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université libanaise. Le plaisir est pour moi, merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.